Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, nous allons débuter un roman qui se nomme Le chef-d'œuvre inconnu d'Honoré de Balzac. Donc le chef-d'œuvre inconnu d'Honoré de Balzac est publié dans le journal L'Artiste en 1831. C'est une nouvelle, parue une nouvelle fois dans les études philosophiques en 1837. Il est intégré à la Comédie humaine en 1846. Le chef-d'œuvre inconnu constitue une véritable réflexion sur l'art. L'influence d'Hoffmann y est très forte et se ressent dans le choix du sous-titre Conte fantastique ainsi que dans la présence du surnaturel. Le jeune peintre Nicolas Poussin arrive à Paris en 1612 en quête d'un maître. Il s'adresse à François Porbus et rencontre ainsi par hasard un peintre de génie mystérieux, Fraunhofer. Celui-ci parfait avec une facilité déconcertante la toile de Porbus et prétend détenir le secret de la peinture de son maître décédé, Mabuse. Nous assistons au cours de la nouvelle à de multiples discussions, on va dire, au sujet de la peinture et de la nature d'artiste. Le fil conducteur de ces débats réside dans le désir et le doute de Fraunhofer. Celui-ci est en train de réaliser le chef-d'œuvre absolu, La Belle Noiseuse, qui représente une femme parfaite et vivante. Cependant, il doute constamment de l'achèvement de sa toile, comme tout artiste en général. Le chef-d'œuvre inconnu a inspiré à Jacques Rivette le film La Belle Noiseuse en 1991. Nous allons passer à la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN. Lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées, n'hésitez surtout pas, ainsi que sur notre page Facebook, Voyage au bout de la nuit. Nous allons commencer la lecture de cette nouvelle. Le chef-d'œuvre inconnu. Suivi de la leçon de violon. Alors, petite présentation. 2 minutes. Voilà. Premier chapitre, Gillette. Vers la fin de l'année 1612, par une froide matinée de décembre, un jeune homme dont le vêtement était de très mince apparence se promenait devant la porte d'une maison située rue des Grands Augustins à Paris. Après avoir assez longtemps marché dans cette rue avec l'irrésolution d'un amant qui n'ose se présenter chez sa première maîtresse, quelque facile qu'elle soit, il finit par franchir le seuil de cette porte et demanda si maître François Porbus était en son logis. Sur la réponse affirmative que lui fit une vieille femme occupée à balayer une salle basse, le jeune homme monta lentement des degrés et s'arrêta de marche en marche, comme quelques courtisans de fraîche date, inquiets de l'accueil que le roi va lui faire. Quand il parvint en haut de la vis, il demeura pendant un moment sur le palier, incertain s'il prendrait le heurtoir grotesque qui ornait la porte de l'atelier où travaillait sans doute le peintre de Henri IV. Délaissé pour Rubens par Marie de Médicis. Le jeune homme éprouvait cette sensation profonde qui a dû faire vibrer le cœur des grands artistes, quand, au fort de la jeunesse et de leur amour pour l'art, ils ont abordé un homme de génie ou quelque chef-d'œuvre. Il existe dans tous les sentiments humains une fleur primitive, engendrée par un noble enthousiasme qui va toujours faiblissant, jusqu'à ce que le bonheur ne soit plus qu'un souvenir et la gloire un mensonge. Parmi nos émotions fragiles, rien ne ressemble à l'amour, comme la jeune passion d'un artiste commençant le délicieux supplice de sa destinée de gloire et de malheur. Passion pleine d'audace et de timidité, de croyances vagues et de découragement certain. À celui qui, léger d'argent, qui, adolescent de génie, n'a pas vivement palpité en se présentant devant un maître, il manquera toujours une corde dans le cœur. Je ne sais quelle touche de pinceau, un sentiment dans l'œuvre, une certaine expression de poésie. Si quelques fanfarons bouffis de même croient trop tôt à l'avenir, ils ne sont gens d'esprit que pour les sots. À ce compte, le jeune inconnu
paraissait avoir un vrai mérite. Si le talent doit se mesurer sur cette timidité première, sur cette pudeur indéfinissable que les gens promis à la gloire savent perdre dans l'exercice de leur art, comme les jolies femmes perdent la leur dans le manège de la coquetterie, l'habitude du triomphe amoindrit le doute, et la pudeur est un doute, peut-être. Accablé de misère et surpris en ce moment de son outrecuidance, alors je vais trouver la définition d'outrecuidance. Au sens étymologique, l'outrecuidant se croit supérieur à ce qu'il est réellement. Le pauvre néophyte ne serait pas entré chez le peintre auquel nous devons l'admirable portrait de Henri IV, sans un secours extraordinaire que lui envoya le hasard. Un vieillard vint à monter l'escalier. À la bizarrerie de son costume, à la magnificence de son rabat de dentelle, à la prépondérante sécurité de sa démarche, le jeune homme devina, dans ce personnage, ou le protecteur, ou l'ami du peintre. Il se recula sur le palier pour lui faire place et examina curieusement, espérant trouver en lui la bonne nature d'un artiste ou le caractère serviable des gens qui aiment les arts. Mais il y avait quelque chose de diabolique dans cette figure, et surtout ce je ne sais quoi qui affriande les artistes. Imaginez un front chauve, bombé, proéminent, retombant en saillie sur un petit nez écrasé, retroussé du bout, comme celui de Rabelais ou de Socrate, une bouche rieuse et ridée, un menton court, fièrement relevé, garni d'une barbe grise taillée en pointe, des yeux verts de mer, ternis en apparence par l'âge, mais qui, par le contraste du blanc nacré dans lequel flottait la prunelle, devaient parfois jeter des regards magnétiques. Au fort de la colère ou de l'enthousiasme. Le visage était d'ailleurs singulièrement flétri par les fatigues de l'âge, et plus encore par ses pensées qui creusent également l'âme et le corps. Les yeux n'avaient plus de cils, et à peine voyait-on quelques traces de sourcils au-dessus de leurs arcades saillantes. Mettez cette tête sur un corps fluet et débile, entouré là d'une dentelle étincelante de blancheur et travaillé comme un truelle à poisson, jeté sur le pourpoint, noir du vieillard, une lourde chaîne d'or, et vous aurez une image imparfaite de ce personnage auquel le jour faible de l'escalier prêtait encore une couleur fantastique. Vous eussiez dit une toile de Rembrandt, marchant silencieusement et sans cadre dans la noire atmosphère que s'est appropriée ce grand peintre. Il jeta sur le jeune homme un regard empreint de sagacité, frappa 3 coups à la porte et dit à un homme valétudinaire donc, d'aspect maladif, âgé de 40 ans environ, qui vint ouvrir. « Bonjour, maître. » Porbus s'inclina respectueusement, il laissa entrer le jeune homme en le croyant amené par le vieillard et s'inquiéta d'autant moins de lui que le néophyte demeura sous le charme que doivent éprouver les peintres nés à l'aspect du premier atelier qu'ils voient et où se révèlent quelques-uns des procédés matériels de l'art. Un vitrage ouvert dans la voûte éclairait l'atelier de maître Porbus, concentré sur une toile accrochée au chevalet et qui n'était encore touchée que de 3 ou 4 traits blancs. Le jour n'atteignait pas jusqu'aux noires profondeurs des angles de cette vaste pièce, mais quelques reflets égarés allumaient dans cette ombre rousse une paillette argentée au ventre d'une cuirasse de reître, suspendue à la muraille, raillée d'un brusque sillon de lumière, la corniche sculptée et cirée d'un antique dressoir chargé de vaisselle curieuse, ou piquée de points éclatants la trame grenue de quelques vieux rideaux de brocart d'or. Aux grands plis cassés, jetés là, comme modèles, des écorchés de plâtre, des fragments et des torses de déesses antiques, amoureusement polis par les baisers des siècles, jonchaient les tablettes et les consoles. D'innombrables ébauches, des études aux 3 crayons, à la sanguine ou à la plume, couvraient les murs jusqu'au plafond.
des boîtes à couleurs, des bouteilles d'huile et d'essence, des escabeaux renversés ne laissaient qu'un étroit chemin pour arriver sous l'auréole que projetait la haute verrière, dont les rayons tombaient à plein sur la pâle figure de Porbus et sur le crâne d'ivoire de l'homme singulier. L'attention du jeune homme fut bientôt exclusivement acquise à un tableau qui, par ce temps de troubles et de révolution, était déjà devenu célèbre, et que visitaient quelques-uns de ces entêtés auxquels on doit la conversation du feu sacré pendant les jours mauvais. Cette belle page représentait une Marie égyptienne, se disposant à payer le passage du bateau. Ce chef-d'œuvre destiné à Marie de Médicis fut vendu par elle au jour de sa misère. « Ta sainte me plaît, dit le vieillard à Porbus, et je te la paierai 10 écus d'or au-delà du prix que donne la reine, mais aller sur ces brisées, du diable. Vous la trouvez bien ?» fit le vieillard bien. Oui et non. Ta bonne femme n'est pas mal troussée, mais elle ne vit pas. Vous autres, vous croyez avoir tout fait lorsque vous avez dessiné correctement une figure et mis chaque chose à sa place d'après les lois de l'anatomie. Vous coloriez ce linéament avec un ton de chair fait d'avance sur votre palette, en ayant soin de tenir un côté plus sombre que l'autre. Et parce que vous regardez de temps en temps une femme nue qui se tient debout sur une table, vous croyez avoir copié la nature. Vous vous imaginez être des peintres et avoir dérobé le secret de Dieu. Pff, il ne suffit pas, pour être un grand poète, de savoir à fond la syntaxe et de ne pas faire de faute de langue. Regarde ta sainte, Porbus. Au premier aspect, elle semble admirable. Mais au second coup d'œil, on s'aperçoit qu'elle est collée au fond de la toile et qu'on ne pourrait pas faire le tour de son corps. C'est une silhouette qui n'a qu'une seule face. C'est une apparence découpée qui ne saurait se retourner ni changer de position. Je ne sens pas d'air entre ce bras et le champ du tableau. L'espace et la profondeur manquent. Cependant, tout est bien en perspective et la dégradation aérienne est exactement observée. Mais malgré de si louables efforts, je ne saurais croire que ce beau corps soit animé par le tiède souffle de la vie. Il me semble que si je portais la main sur cette gorge d'une si ferme rondeur, je la trouverais froide, comme du marbre. Non, mon ami, le sang ne court pas sous cette peau d'ivoire. L'existence ne gonfle pas de sa rosée de pourpre les veines fibrilles qui s'entrelacent en réseau sous la transparence ambrée des tempes et de la poitrine. Cette place palpite, mais cette autre est immobile. La vie et la mort luttent dans chaque morceau. Ici, c'est une femme, là, une statue, plus loin, un cadavre. Ta création est incomplète. Tu n'as pu souffler qu'une portion de ton âme à ton œuvre chérie. Le flambeau de Prométhée s'est éteint plus d'une fois dans tes mains, et beaucoup d'endroits de ton tableau n'ont pas été touchés par la flamme céleste. Mais pourquoi, mon cher maître ? Dit respectueusement Porbus au vieillard, tandis que le jeune homme avait peine à réprimer une forte envie de le battre. Ah, voilà, dit le vieillard. Tu as flotté indécis entre les deux systèmes, entre le dessin et la couleur, entre le flegme minutieux, la raideur précise des vieux maîtres allemands et l'ardeur éblouissante, l'heureuse abondance des peintres italiens. Tu as voulu imiter à la fois Hans Holbein et Titian, Albrecht Dürer et Paul Véronèse. Certes, c'était là une magnifique ambition. Mais qu'est-il arrivé ? Tu n'as eu ni le charme sévère de la sécheresse, ni les décevantes magie du clair obscur. Dans cet endroit, comme un bronze en fusion qui crève son trop faible moule, la riche et blonde couleur du Titian a fait éclater le maigre contour d'Albrecht Dürer, où tu l'avais coulé. Ailleurs, le linéament a résisté et contenu les magnifiques débordements de la palette vénitienne. Ta figure n'est ni parfaitement dessinée, ni parfaitement peinte, et porte partout les traces de cette malheureuse indécision. Si tu ne te sentais pas assez fort pour fondre ensemble au feu de ton génie les deux manières rivales, il fallait opter franchement entre l'une ou l'autre, afin d'obtenir l'unité qui simule une des conditions de la vie.
Tu n'es vrai que dans les milieux. Tes contours sont faux, ne s'enveloppent pas et ne promettent rien par derrière. Il y a de la vérité ici, dit le vieillard en montrant la poitrine de la sainte. Puis ici, reprit-il en indiquant le point où sur le tableau finissait l'épaule. Mais là, fit-il en revenant au milieu de la gorge, tout est faux. N'analysons rien, ce serait faire ton désespoir. Le vieillard s'assit sur une escabelle, se tint la tête dans les mains et resta muet. Maître, lui dit Porbus, j'ai cependant bien étudié sur le nu cette gorge, mais pour notre malheur, il est des effets vrais dans la nature qui ne sont plus probables sur la toile. La mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer. Tu n'es pas un vil copiste, mais un poète, s'écria vivement le vieillard en interrompant Porbus par un geste despotique. Autrement, un sculpteur serait quitte de tous ses travaux en moulant une femme. Eh bien, essaie de mouler la main de ta maîtresse et de la poser devant toi. Tu trouveras un horrible cadavre sans aucune ressemblance. Et tu seras forcé d'aller trouver le ciseau de l'homme qui, sans te la copier exactement, t'en figurera le mouvement et la vie. Nous avons à saisir l'esprit, l'âme, la physionomie, des choses et des êtres. Les effets, mais ils sont les accidents de la vie et non la vie. Une main, puisque j'ai pris cet exemple, une main ne tient pas seulement au corps, elle exprime et continue une pensée qu'il faut saisir et rendre. Ni le peintre, ni le poète, ni le sculpteur ne doivent séparer l'effet de la cause, qui sont invinciblement l'un dans l'autre. La véritable lutte est là. Beaucoup de peintres triomphent instinctivement sans connaître ce thème de l'art. Vous dessinez une femme, mais vous ne la voyez pas. Ce n'est pas ainsi que l'on parvient à forcer l'arcane de la nature. Votre main reproduit sans que vous y pensiez le modèle que vous avez copié chez votre maître. Vous ne descendez pas assez dans l'intimité de la forme. Vous ne la poursuivez pas assez, avec assez d'amour et de persévérance dans ses détours et dans ses fuites. La beauté est une chose sévère et difficile qui ne se laisse point atteindre. Ainsi, il faut attendre ses heures. L'épier, la presser, l'enlacer étroitement pour la forcer à se rendre. La forme est un protée, bien plus insaisissable et plus fertile en repli que le protée de la fable, que le protée de la fable. Ce n'est qu'après de longs combats qu'on peut la contraindre à se montrer sous son véritable aspect. Vous autres, vous contentez de la première apparence qu'elle vous livre, ou tout au plus de la seconde ou de la troisième. Ce n'est pas ainsi qu'agissent les victorieux lutteurs. Ces peintres invaincus ne se laissent pas tromper à tous ces faux fuyants. Ils persévèrent jusqu'à ce que la nature en soit réduite à se montrer toute nue et dans son véritable esprit. Ainsi a procédé Raphaël, dit le vieillard en ôtant son bonnet de velours noir pour exprimer le respect que lui inspirait le roi de l'art. Sa grande supériorité vient du sens intime qui, chez lui, semble vouloir briser la forme. La forme est, dans ses figures, ce qu'elle est chez nous, un truchement, pour se communiquer des idées, des sensations, une vaste poésie. Toute figure est un monde, un portrait dont le modèle est apparu dans une vision sublime, teint de lumière, désigné par une voix intérieure, dépouillé par un doigt céleste qui a montré, dans le passé de toute une vie, les sources de l'expression. Vous faites à vos femmes de belles robes de chair, de belles draperies de cheveux. Mais où est le sang qui engendre le calme, ou la passion, et qui cause des effets particuliers? Ta sainte est une femme brune, mais ceci, mon pauvre Porbus, est d'une blonde. Vos figures sont alors de pâles fantômes coloriés que vous nous promenez devant les yeux, et vous appelez ça de la peinture et de l'art. Parce que vous avez fait quelque chose qui ressemble plus à une femme qu'à une maison. Vous pensez avoir touché le but, et tout fier de n'être plus obligé d'écrire à côté de vos figures Curus Venustus, en latin char gracieux élégant, ou Pulcher homo, en latin bel homme. Comme les premiers peintres, vous vous imaginez être des artistes merveilleux. Vous n'y êtes pas encore, mes braves compagnons. Il vous faudra user bien des crayons, courir bien des toiles avant d'arriver assurément. Une femme porte sa tête de cette manière. Elle tient sa jupe ainsi.
Ses yeux s'alanguissent et se fondent avec cet air de douceur résignée. L'ombre palpitante des cils flotte ainsi sur les joues. C'est cela et ce n'est pas cela. Qui manque-t-il? Un rien, mais ce rien est tout. Vous avez l'apparence de la vie, mais vous n'exprimez pas son trop-plein qui déborde, ce je ne sais quoi qui est l'âme peut-être et qui flotte nuageusement sur l'enveloppe. Enfin, cette fleur de vie que Titien et Raphaël ont surprise. En partant du point extrême où vous arrivez, on ferait peut-être d'excellentes peintures. Mais vous vous lassez trop vite. Le vulgaire admire et le vrai connaisseur sourit au m'abuse. Ô maître, ajoute à ce singulier personnage, tu es un voleur, tu as emporté la vie avec toi. À cela près, reprit-il, cette toile vaut mieux que les peintures de ce faquin, de Rubens, avec ses montagnes de viande flamande, saupoudrées de vermillon, ses ondées de chevelure rousse et son tapage de couleurs. Au moins avez-vous la couleur, sentiment et dessin. Les trois parties essentielles de l'art. Mais cette sainte est sublime, bonhomme, s'écria d'une voix forte le jeune homme en sortant d'une rêverie profonde. Ces deux figures, celle de la sainte et celle du batelier, ont une finesse d'intention ignorée des peintres italiens. Je n'en sais pas un seul qui eût inventé l'indécision du batelier. Ce petit drôle est-il à vous? Demanda Phorbus au vieillard. Hélas, maître, pardonnez à ma hardiesse, répondit le néophyte en rougissant. Je suis inconnu, mais barbouilleur d'instinct, et arrivé depuis peu dans cette ville, source de toute science. À l'œuvre, lui dit Phorbus, en lui présentant un crayon rouge et une feuille de papier. L'inconnu copia lentement, lestement, la Marie au trait. « Oh !» s'écria le vieillard. « Votre nom ?» Le jeune homme écrivait au bas « Nicolas Poussin ». « Voilà qui n'est pas mal pour un commençant, » dit le singulier personnage qui discourait si follement. « Je vois qu'on le peut par les peintures devant toi. » Je ne te blâme pas d'avoir admiré la sainte de Phorbus. C'est un chef-d'œuvre pour tout le monde et les initiés aux plus intimes arcanes de l'art peuvent seuls découvrir en quoi elle pêche. Mais puisque tu es digne de la leçon et capable de comprendre, je vais te faire voir combien peu de choses il faudrait pour compléter cette œuvre. Sois tout œil et toute attention. Une pareille occasion de t'instruire ne se représentera plus jamais. Ta palette, Phorbus ? Phorbus alla chercher palette et pinceau. Le petit vieillard retroussa ses manches avec un mouvement de brusquerie convulsive, passa son pouce dans la palette, diaprée, et chargée de tons que Phorbus lui tendait, et lui arracha des mains plutôt qu'il ne les prit une poignée de brosses de toute dimension. Et sa barbe taillée en pointe se remua soudain par des efforts menaçants qui exprimaient le prurit d'une amoureuse fantaisie. Tout en chargeant son pinceau de couleur, il gommelait entre ses dents. « Voici tes tombons à jeter par la fenêtre avec celui qui les a composés. Ils sont d'une crudité et d'une fausseté révoltantes. Comment peindre avec cela ?» Puis il trempait avec une vivacité fébrile la pointe de la brosse dans les différents tas de couleurs, dont il parcourait quelquefois la gamme entière, plus rapidement qu'un organiste de cathédrale ne parcourt l'étendue de son clavier, à l'ophilie de Pâques. Voilà, c'est ainsi que se termine notre première lecture du chef-d'œuvre inconnu d'Honoré de Balzac. J'espère vous retrouver tout de suite pour la suite de la lecture. Et en attendant, je vais vous lire une petite citation d'Honoré de Balzac. « Les fruits de l'amour passent vite. Ceux de l'art sont immortels. Bonne soirée à tous, à tout bientôt. #VBN.